Le 17 avril 1945, l'armée allemande capitulait après 5 années d'occupation à Royan et ses environs. Une libération au goût amer pour les Royannais car la ville a été détruite pendant les bombardements des troupes alliées. Bonsoir Jérôme Villain, on vous retrouve pour cette page spéciale donc en direct de Royan. Bonsoir Lucille, oui, page spéciale pour se souvenir de la libération tardive de la poche de Royan, donc le 17 avril 1945, il y a tout juste 80 ans, jour pour jour. Nous sommes, vous le voyez, à la pointe du Chet où se dresse à côté de nous le mémorial baptisé Le Souffle qui rappelle les heures sombres de cette période et en particulier le bombardement du 5 janvier 1945. La journée a été riche en cérémonies commémoratives. Pour en parler avec nous, je reçois le maire de Royan, Patrick Maringaud. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée si dense et si particulière? Écoutez, tout d'abord de l'émotion. L'émotion de côtoyer les derniers témoins qui ont vécu cette époque et ces drames. Et de savoir que dans quelques années, ils ne seront plus là pour témoigner. Et puis la force que donne le courage de regarder ensemble ce qui a été vécu et que nous avons symbolisé au travers de cette œuvre mémorielle qui symbolise la résilience de la ville. Alors on va en parler bien sûr, on va en parler de tout ça. Je vous propose de regarder d'abord le résumé de cette journée du souvenir. Il est signé Tiffaine Pfeiffer, Pascal Simon et Alain Darigrand. Venus d'Angoulême, de Périgueux, de Saintes, des centaines de militaires menés tambour battant défilent ce matin dans les rues de Royan. Le long du cortège, des milliers d'habitants se pressent. La plupart ont grandi dans les communes libérées il y a 80 ans, jour pour jour. Je suis né à Royan et j'ai 85 ans, donc j'avais 5 ans au moment de la libération. C'est très important et je trouve ça très fascinant de voir beaucoup de monde et c'est l'histoire de la France. Mon grand-père il est né dans Royan pendant la reconstruction de la ville en 1945 et ça fait quand même partie vraiment de notre histoire de famille et c'est très important pour moi. En ce 17 avril, les commémorations ne voulaient oublier personne. Au fort du Chet, hommage aux victimes du bombardement du 5 janvier 1945. Place Foch, honneur aux combattants. La brigade RAC, la 2e division blindée du général Leclerc et les milliers de soldats d'Afrique du Nord et de l'Est envoyés en première ligne pendant les 5 jours de cette bataille de Royan. Je suis ravi de voir également la jeunesse royanaise sortir comme ça par milliers en ce jour ensoleillé pour se rappeler qu'un jour, Royan était occupé, qu'un jour, des soldats venus d'ailleurs, noirs, musulmans, parlant d'autres langues, sont venus défendre les couleurs de la France. C'est ce message qui est le plus important pour moi. Naïs, Léonorine et Jordan n'auraient manqué la cérémonie pour rien au monde. Ils ont travaillé sur les résistants royanais, notamment Louis Bouchet, qui a donné son nom à leur école. C'est le capitaine de l'armée secrète pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort sur le chemin parce qu'il a été emmené dans un camp de concentration en France et après en Allemagne. On ne les connaissait pas, mais maintenant on a appris qui c'était et l'histoire incroyable qui s'est passée. 80 ans après, les parachutistes et les convois militaires ne sont plus là pour libérer la ville de 5 ans d'occupation allemande, mais seulement pour faire briller les yeux des enfants. Patrick Maringaud, ce traumatisme du bombardement du 5 janvier 1945 a longtemps été mis de côté un petit peu. 80 ans après, qu'est-ce qui reste de ce souvenir douloureux pour les Royanais? Il reste la résilience et la capacité de la ville à se remettre en cause. Et la réhabilitation de tous les grands bâtiments patrimoniaux, comme le front de mer, comme le Palais des Congrès, participe de cette envie d'aller regarder vers l'avant, vers l'avenir. Ça, on va en parler tout de suite, mais on se pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de bataille terrestre après ce bombardement? Pourquoi? Parce que les unités étaient reparties sur le front en Alsace et que ce bombardement, mal planifié, mal coordonné, était absurde. Tout bombardement en tactique militaire est suivi par une phase d'exploitation. Ce qui a été le cas au mois d'avril 1945, au 17 avril 1945. Un mot sur la reconstruction de Royan. Après des années de dénigrement sur l'aspect béton armé, l'architecture de la ville... elle est redevenue à la mode. Comment vous l'expliquez ça? Parce qu'elle était audacieuse. Elle est de son temps aujourd'hui.
Elle avait un temps d'avance. Il a fallu que les gens, la population s'adapte. Mais aujourd'hui, nous avons un tourisme patrimonial qui est remarquable. Et les gens sont très heureux de ces grands espaces, de ces immeubles en béton, de ces recherches architecturales. Et la réhabilitation du Palais des Congrès le démontre à l'identique. Est-ce que Royan va développer un tourisme historique comme il en existe sur la côte normande? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Écoutez, ce qui m'intéresse, moi, c'est un tourisme géopolitique et géostratégique en s'appuyant sur l'histoire de la ville. Je donne un exemple, le 12 mai, conférence, débat, quelle défense pour l'Europe, avec des éminents spécialistes. Merci beaucoup Patrick Maringaud d'avoir accepté notre invitation chez vous ici sur la Pointe du Chet. 80 ans après, si les témoignages bien entendu du bombardement de Royan sont de plus en plus rares, ils sont, vous allez le voir, toujours aussi impressionnants et émouvants. Tiffaine Pfeiffer, Pascal Foucault et Pascal Simon ont rencontré les survivants. 5 janvier 1945, peu avant 4 heures du matin, un bruit persistant réveille Monique Bertin, alors âgée de 14 ans. Sans doute l'avion postal. Ah et tiens, c'est quand même bizarre, ils viennent pas d'habitude ce jour-là. Enfin, c'est tout ce qu'on a pensé. Et puis je regarde par la fenêtre, il y avait des fusées éclairantes. Il faisait comme en plein jour. La jeune fille met sa mère à l'abri. C'est un bombardement, et à l'école, on nous avait dit si vous n'avez pas de cave, il faut se mettre sous un escalier. Et c'est ce qui nous a sauvés. Mon père n'a pas voulu descendre, il a dit moi j'ai froid, je reste dans mon lit. Alors résultat, il est resté dans son lit, il a été tué. Entre 4h et 4h15, la Royal Air Force déverse une pluie de bombes sur le centre-ville et les 2200 Royanais encore présents. Le silence revenu, Jacqueline Touru et sa mère sont évacuées. Un voisin a appelé depuis la rue « Madame Toru, ouvrez, ouvrez ». Ce que maman, qui était blessée, a quand même fait. Et là, on nous a descendus par une échelle et emmenés dans une cave de l'autre côté de la rue où il y avait déjà des personnes. La maison était écroulée, mais la cave avait tenu. À 5h30, les bombardiers reviennent et font d'autres victimes. Il aurait fallu que l'on passe par les jardins pour aller chercher ma grand-mère. Mais les jardins étaient bien sûr encombrés de maisons écroulées. Et il n'y a pas eu le temps entre la première vague et la deuxième vague. Au matin, le centre-ville est détruit à 90%. Sous les gravats, la recherche de survivants commence. Ma mère criait au secours. Je dis, personne ne nous entendra. Je raconte au secours. Et n'empêche que si. Parce qu'à un moment donné, on a entendu, on arrive. À 16h, elle retrouve enfin l'air libre, blessée et grelottante. On nous avait mis par terre. On ne se rend pas compte, on n'a plus sa tête ni les uns ni les autres. Hein. Et alors on était réchauffés parce que la pharmacie brûlait. Et puis alors il y avait beaucoup de bombes. Elles n'étaient pas explosées encore. Il y avait plein de bombes par terre, partout. Pendant 3 jours, les Allemands, qui comptent seulement 35 morts dans leur rang, restent dans les bunkers par crainte d'une opération terrestre. Les habitants organisent seuls hébergement et premiers secours. Le 9 janvier, Monique est évacuée vers l'hôpital de Saintes. Elle évite l'amputation de son bras mais ne reverra jamais sa mère, morte des suites du bombardement. Théo Aubry, bonsoir. Vous êtes archéologue au département de Charente-Maritime et vous avez une passion. C'est celle des bunkers allemands de la poche de Royan. Alors avant d'en parler, combien y en a-t-il et dans quel état sont-ils aujourd'hui ? Alors merci déjà pour cette invitation. Difficile de répondre à cette question parce que nous sommes toujours en train de mener les recherches et je pense que on ne sait pas encore combien il y a vraiment de blocos. On a une estimation aux alentours de 300, environ 300 constructions liées au mur de l'Atlantique, mais en réalité c'est une fortification beaucoup plus complexe que de simples bunkers ou ouvrages en béton. Quel est l'intérêt, 80 ans après, d'étudier ces blocos, ces bunkers ? Alors l'intérêt c'est de venir compléter surtout la documentation historique qui par certains moments est assez inégale et pas forcément précise. Mais au-delà de documenter les bunkers, on vient aussi documenter la ligne de front française, qui est aussi la grande oubliée justement de l'histoire de la libération de Royan. On pense aux bunkers, aux blocos visibles, ceux qui sont sur le littoral et qui sont rongés par l'océan, mais on connaît moins ceux qui se trouvent à l'intérieur des terres, ceux qui ont finalement constitué un peu la ligne de front de la poche intérieure de Royan, et ils sont nombreux aussi, eux.
Eh ben, exactement, l'une des particularités de la défense de la ville de Royan, même plus large de l'estuaire de la Gironde, c'est toute une ligne de défense qui va être terrestre, du coup tournée vers l'intérieur des terres. Et c'est cette ligne de défense aussi qui fait l'objet de recherches très récemment. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces bunkers ? Eh ben, on va y trouver les objets de la vie quotidienne, à la fois des combattants, mais également des personnes qui sont venues réutiliser, réhabiter parfois dans ces bunkers. Mais ça va être tout le reste des équipements qui vont pouvoir, quand on a de la chance, être conservés. Et on va pouvoir essayer de comprendre encore mieux comment... Beaucoup de ces bunkers se situent sur des terrains privés, des parcelles privées. Est-ce que c'est plus difficile de les étudier ? Est-ce qu'il faut finalement leur octroyer une sorte de statut particulier ? Eh ben, on a déjà... C'est le rêve de l'archéologue. Alors on a déjà affaire sur le domaine public, mais en fait l'archéologue il travaille essentiellement sur quand il y a des aménagements, et des fois il peut y avoir des aménagements sur des parcelles privées. Ça va être à ces moments-là où on va venir justement les interroger et les étudier. Et bien sûr, il y a des bunkers après la guerre ont été rétrocédés et sont aujourd'hui dans le domaine privé, même en centre-ville de Royan. Je parlais avec le maire de Royan de possibilités de tourisme mémoriel. Est-ce qu'en Charente-Maritime, on a envie de développer ça ? Alors, je pense que oui, il peut y avoir un tourisme mémoriel basé et se fondant autour de ces vestiges-là, car ils sont présents à l'échelle du département. Comme en Normandie ? Peut-être pas avec le même poids mémoriel et les mêmes acteurs, mais avec un tourisme... Merci beaucoup Théo Aubry. On vous retrouve ce soir à 22h50 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine dans l'émission spéciale consacrée à la libération de la poche de Royan, émission dont je vous propose de voir un extrait avec Stéphane Simonet, historien et spécialiste des poches de l'Atlantique. Pourquoi les Alliés ont-ils bombardé Royan ? Alors les Alliés ont bombardé Royan parce que les Français leur ont demandé dès l'automne 1944 d'avoir des bombardements stratégiques pour un petit peu desserrer l'étau de la poche de Royan. Donc les Français demandent des bombardements. Ils sont programmés pour une vaste opération militaire qui doit être déclenchée normalement en novembre. Alors c'était reporté en décembre et après c'était reporté au mois de janvier. Et donc le 5 janvier 1945, l'offensive terrestre est annulée, mais par contre la phase le volet aérien de bombardement, lui, est maintenu ce jour-là. Alors justement, pourquoi, après avoir été bombardé, pourquoi il n'y a pas d'offensive terrestre de la part des Alliés pour libérer la poche de Royan ? Alors pour l'instant, les Alliés sont en train de batailler dans les Ardennes depuis décembre 1944, donc leur stratégie est ailleurs, leur priorité est ailleurs, donc on bombarde uniquement Royan, mais derrière il n'y a rien parce que ce n'est pas prévu dans la stratégie militaire des Américains notamment et des Alliés en général. Et donc il n'y a pas d'offensive terrestre. Effectivement, dans une phase normale, on bombarde et après on attaque. Là, ce n'est pas le cas. Au moment où Royan est bombardé, il y a 2000 civils, plus de 2000 civils qui vivent encore dans Royan. Pourquoi personne n'a dit « attention, stop, il y a des civils, on ne bombarde pas cette ville ». Il y a une espèce d'incompréhension de quiproquo entre l'état-major français de l'Armina qui est à Cognac, la base aérienne qui est des Américains qui est à Vittel. Donc on ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, les Américains et les Britanniques qui bombardent étaient persuadés que la population aurait été évacuée. Ce qui n'a pas été le cas effectivement au mois de décembre, au mois de janvier 1945. Voilà, ainsi s'achève cette page spéciale sur les 80 ans de la libération de la poche de Royan. Un grand merci aux équipes techniques pour le travail réalisé. Le 19-20 se poursuit au soleil couchant avec vous, Lucille Marcon. Merci beaucoup Jérôme Villain. Et oui, encore merci à toutes les équipes rédactionnelles qui vous accompagnent.